Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet article qui est paru dans le JAC en octobre 2022, qui s'intitule Temporal Trends, Practice Variation and Associated Outcome with IVUS Use During Peripheral Arterial Intervention. C'est donc un article qui s'intéresse à l'échographie endovasculaire, qui est une technique qui utilise des sondes d'échographie miniaturisées afin d'être utilisé par voie endovasculaire pour étudier notamment la paroi des artères. Initialement, c'est une technique qui a été développée pour les lésions artérielles périphériques. Cependant, son évolution a été beaucoup plus rapide en cardiologie, avec notamment des études contrôlées randomisées qui montrent sa supériorité par rapport à l'artériographie seule, notamment dans les stentings coronaires. Les auteurs ont trois objectifs pour cette étude. Le premier est de décrire l'évolution dans le temps de l'utilisation de l'IVUS. Le deuxième est de décrire l'hétérogénéité d'utilisation de l'IVUS selon les opérateurs. Et le dernier est d'analyser l'impact de l'utilisation de cette technique sur la survenue d'événements indésirables majeurs, que je vais vous décrire après. Pour réaliser cette étude, ils ont décidé d'inclure toutes les interventions de recanalisation endovasculaire des artères périphériques du membre inférieur qui datent du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, parmi les bénéficiaires de Medicare qui sont âgés de 65 ans et plus. Ça concerne donc les lésions iliaques, les lésions fémoro-poplitées et les lésions tibiales. Cependant, ils prennent en compte uniquement les premières interventions sur les patients. Si le patient était repris au bloc, ils ne prenaient pas en compte les réinterventions. Ce qui leur a donné l'inclusion de 543 488 patients, dont 63 732 avaient pu bénéficier de l'échographie endovasculaire au cours de la procédure, ce qui représente environ 11,7% du total des patients inclus. Pour la partie analytique, qui répond au dernier objectif, ils ont utilisé comme critère de jugement principal un événement indésirable majeur sur le membre. C'est un critère qu'ils ont voulu composite et qui comprend l'ischémie aiguë du membre, qu'elle soit embolique ou thrombotique, ou alors une amputation majeure. Ce qui s'appelle amputation majeure, c'est une amputation qui est plus proximale que l'avant-pied. Les critères de jugement secondaires qu'ils ont choisis sont l'amputation transmétatarsienne ou des phalanges ou toute autre amputation. Pour répondre au premier objectif de l'étude, ils ont donc étudié la période allant de 2016 à 2019 et ils ont stratifié sur le lieu de l'intervention, c'est-à-dire l'hôpital, l'ambulatoire à l'hôpital ou des centres de chirurgie ambulatoire. Et ils ont également stratifié sur la spécialité de l'opérateur. Ça pouvait être un chirurgien, un cardiologue, un radiologue interventionnel ou une autre spécialité. Les résultats sont présentés dans ces figures. Donc, on voit que à gauche, c'est ce qui a été stratifié sur le lieu d'intervention. On voit que dans tous les lieux d'intervention, il y a une progression, une augmentation de l'utilisation de l'échographie endovasculaire dans la revascularisation, mais que cette augmentation est quand même plus importante dans les centres de chirurgie ambulatoire et au cabinet. À droite, on voit la figure avec la stratification sur la spécialité de l'opérateur. Et de la même façon, on voit que pour toutes les spécialités, il y a quand même une augmentation de l'utilisation de la technique, mais qu'elle est quand même plus importante lorsqu'on étudie les radiologues interventionnels. Pour le deuxième objectif, ils voulaient donc voir l'hétérogénéité des pratiques selon l'opérateur. Ils ont calculé la proportion d'utilisation de l'IVUS dans les recanalisations du membre inférieur pour chacun sur la période donnée. À gauche,
On voit l'histogramme qui représente le pourcentage d'utilisation de l'échographie endovasculaire pour chaque opérateur. Et on voit qu'il y a une médiane qui se situe à 0%, ce qui signifie qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui n'ont jamais utilisé l'échographie endovasculaire au cours de la période. C'est pour ça qu'à droite, ils ont fait le même histogramme en prenant en compte uniquement les opérateurs qui avaient au moins utilisé une fois l'échographie endovasculaire au cours de la période. Et on voit donc que l'écart interquartile se situe, va de 2,2% à 15%, ce qui marque qu'il y a une grande disparité d'utilisation de l'échographie endovasculaire selon les opérateurs. Pour le dernier objectif, où ils voulaient analyser un petit peu la survenue d'événements secondaires majeurs sur le membre, ils ont utilisé les questionnaires que les patients remplissaient pour accéder à Medicare. Et ils ont comparé les deux groupes, ceux qui avaient bénéficié de l'échographie endovasculaire et ceux qui n'avaient pas bénéficié de l'échographie endovasculaire. Et ils ont remarqué qu'il y avait quand même certaines différences, que les groupes n'étaient pas comparables, notamment sur leur lieu de vie. Ils ont décidé de lisser ces différences en utilisant la technique de la pondération probabiliste inverse. Et on voit à droite que cette technique a quand même permis d'effacer la plupart des différences qui étaient observées. Cependant, sur la deuxième partie du tableau, sur la localisation des lésions traitées, il y avait beaucoup de différences entre les deux groupes qui sont quand même moins lissées après la pondération. Les résultats sont ensuite présentés dans ce tableau. On voit que ce soit avant ou après la pondération, le hazard ratio est quand même de 0,72 au 0,73. Donc, il y a une différence significative entre les deux groupes. On voit aussi que cette tendance est la même, que ce soit est la même pour les sous-groupes du critère de jugement principal et dans les critères de jugement secondaire. Donc, il y a quand même une tendance à l'amélioration des critères avec l'échographie endovasculaire. Par contre, on voit qu'ils avaient, avant de faire les analyses, ils avaient utilisé ce qu'ils appellent des falsification outcomes, qui sont des critères qu'ils voulaient regarder c'est des critères qui avaient a priori aucun rapport avec la procédure. Et ils voulaient regarder si c'était significativement associé à la procédure pour voir si les groupes étaient vraiment comparables. Et donc, on voit que, par exemple, pour l'hospitalisation pour la pneumonie, il y a quand même un sur-risque dans le groupe IVUS, ce qui peut nous faire dire que les groupes n'étaient pas forcément très comparables. Cette illustration nous montre ce que le tableau de tout à l'heure nous montrait, c'est-à-dire que les patients traités avec la technique de l'échographie endovasculaire avaient une incidence cumulée moindre des critères de jugement principaux. Donc, cette étude nous montre qu'il y a une augmentation au cours du temps de l'utilisation de l'échographie endovasculaire dans le traitement des artères périphériques. Par contre, il y a encore de nombreuses disparités sur l'utilisation de cette technique, à la fois selon le type de centre et selon la spécialité de l'opérateur. Et il y a quand même une tendance à la réduction d'événements indésirables majeurs
avec, la technique de l'échographie endovasculaire. Les limites de cette étude sont notamment qu'ils ont utilisé pour la récolte des données issues du codage, donc un grand biais de classification. On manque aussi de détails sur les procédures. On ne prend notamment pas en compte la sévérité des lésions et du fait que les données sont issues du codage, ils n'ont pas pris en compte les échecs de revascularisation. Donc en conclusion, c'est une technique qui est quand même prometteuse, mais qui nécessiterait d'être plus étudiée dans le traitement des lésions endovasculaires, des lésions du membre inférieur, comme en fait les études qui ont été réalisées en cardiologie. Et ces études pourraient également permettre de faire des guidelines afin d'homogénéiser l'utilisation de cette technique dans les centres et parmi les spécialités différentes. Ok, merci beaucoup. Des questions concernant Nagios? Et il y avait un graphique où tu peux montrer un des premiers graphiques là, sur l'utilisation de Nagios en fonction des professions et des. Non, là, c'est sur gauche. Oui, mais c'est sur gauche qui m'intéresse. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que je vois pas très bien. C'est que c'est plus utilisé en ambulatoire que. Ouais. En fait, non, ce qui marque ce schéma-là, c'est que l'AIVUS est beaucoup plus utilisé dans les centres d'office basal. Ouais, parce qu'il est mieux remboursé. Ouais, Il va y avoir un GHL favorisant. Ouais. Ouais. Encore, on arrivé par l'argent. Ouais, c'est un peu comme la trajectoire. Ça, c'est extrêmement, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant du papier. C'est comme l'a remarqué Maxime, il y a une différence d'usage en fonction des centres, pour des raisons là, probablement monétaires. Et ensuite, en fonction des spécialités, ce qui est beaucoup moins attendu, je trouve. Et notamment, on voit que les radiologues, mais de façon très importante. Ouais. Et ça, on a une idée pourquoi? Alors eux, ils disent que c'est intéressant parce que ça étudie l'introduction de nouvelles technologies. Et donc, ce serait des spécialités, les radiologues interventionnels, c'est plus ouvert aux nouvelles technologies. Par contre, effectivement, moi, j'ai trouvé qu'on aurait pu s'attendre à ce que les cardiologues l'utilisent encore plus. Parce que eux, pour eux, c'est remboursé et c'est le prix de leur pratique. Ouais. Et c'est pas Il y a pas une question de formation aussi. Je veux dire, l'AIVU, c'est quand même. Il y a une barre d'encart. Non, les cardiologues, c'est long. Pour le corner, oui, c'est sûr, mais en tout cas, juste pour expliquer la partie radiologue interventionnelle, on imagine que les radiologues ont quand même un œil un peu plus aguerri. Alors après, il y a peut-être des techniques où ils utilisent déjà l'AIVUS sur d'autres procédures, je ne sais pas. Mais c'est pas simple, quoi. Enfin, l'AIVUS? ouais. Il faut quand même être formé. C'est pas. L'OCT, il y a vraiment une technicité. L'AIVUS, c'est pas pareil. À utiliser, c'est simple, c'est l'image à interpréter. Il faut un peu d'expérience, mais c'est pas complexe. C'est pas non, pas d'utilisation, mais d'analyse critique de l'image. C'est pas hyper complexe, on est habitué. Oui, c'est quand même pas de l'écho d'eau pour lesquels je trouve la compétence. C'est pas majeur. Mais j'ai l'impression que c'est le même, finalement, la même tendance en France aussi, quoi. Non? Je sais pas, Yann, après, tu as peut-être plus tu vois, quand tu vois des topos comme celui de Jérôme Brunet, etc. T'es un cardiologue, Jérôme? Non, pas cardiologue. Oui, enfin, après, ça va. En tout cas, plus que les chirurgiens. Il y a un problème d'accès en France technique, mais c'est vrai que les cardiologues ont l'expérience de l'AIVUS. Ils ont l'expérience aussi comme direction de l'interprétation des images. Et c'est étonnant de voir ça, je sais pas, c'est très étonnant. Après, en France, est-ce qu'on peut coter l'AIVUS comme là ils le font, sinon vous les retrouvez? Ah non, pas pour le On ne cote pas. Il n'y a pas de remboursement du dispositif, il n'y a pas d'acte lié au dispositif. Alors, ce qui est une des limites, moi, je trouve, de ce papier-là, c'est qu'ils utilisent Medicare, hein. Donc il y a un nombre phénoménal de patients,
Et pour analyser un dispositif comme ça technique, je trouve que c'est très, très délicat quand même. Parce qu'on tombe sur, c'est un peu des limites de l'analyse statistique. À la fin, tu vas montrer des trucs qui sont absolument aberrants sur les problèmes de pneumopathie, je crois. Enfin, on comprend pas très bien un petit peu. C'est un petit peu l'analyse statistique qui est poussée au maximum, qui donne des résultats avec des petits zéros et des petits 1 et voilà, un petit peu impressionnant, mais finalement, on voit pas par rapport à la réalité ce que ça en est réellement. C'est un peu la limite de ce genre de registre qui est en France, mais qui est intéressant sur des critères durs comme le décès, l'amputation. Donc, pour l'analyse de ces dispositifs, je trouve que c'est un peu délicat. Dans quel contexte ils ont utilisé l'ALUS? C'est-à-dire, est-ce que c'était pour la organisation? Est-ce que c'était pour voir s'il était en surnaturel? Est-ce que c'était pour voir s'il y avait des dissections post-esthétiques? Est-ce que c'est utilisé d'emblée? Est-ce que c'est utilisé qu'en cas de problème de procédure? n'est pas les infos. Les sociologues, ils disent un petit peu l'indication, ils parlent de l'indication de l'ALUS. Pour eux, c'est quelle est l'utilité? Alors ça, ils en parlent. Ils disent que c'est bien notamment pour les dissections pendant la procédure, aussi pour le degré de calcification, et puis pour le choix de la taille du matériel des évaluations cognitives. Le sizing, la dissection et les classifications. Ouais. D'accord, ok. Et toi, on parle de Jérôme Brunet, par exemple, il utilise beaucoup, plusieurs cas là-dessus, pour améliorer le succès de franchissement des lésions, pour se repérer où est le pas chenal, le faux chenal. Donc en fait, c'est un dispositif à la fois qui peut aider au succès de la procédure, mais aussi aux outcomes, c'est-à-dire au résultat. Par exemple, s'il y a une section, elle est STT, ça permet probablement d'aider à une augmentation, une amélioration de la perméabilité. Il y a vraiment deux choses différentes, le succès de la procédure et les outcomes. Bon, merci Mathilde. Merci.